il y a eu forcément, en 1938, il y a eu la nuit de cristal en Allemagne. Est-ce que c'était, y avait-il un reflet? Est-ce que vous aviez entendu ce qui s'était passé dans la presse ou dans la radio française? À la radio française, C'est il y passé avait... inaperçu, par exemple? Non, c'est pas passé inaperçu parce que c'était quand même relaté. Mais chacun ressentait à sa façon. Mais on ne manifestait pas la façon de ressentir intérieure vis-à-vis de l'autre. Hitler parle à la radio, Oui. on lit dans les journaux ce qui se Oui. passe. Les communautés chrétiennes, enfin françaises, les communautés musulmanes ne manifestent rien, ne disent rien. Tant que je sache, elles ne manifestaient pas. Peut-être qu'elles étaient contentes, certaines communautés intérieurement, mais elles le gardaient pour elles. Mais dans la vie courante, dans la rue, on ne sentait pas cette animosité. Chacun avait ses convictions, chacun espérait un mieux à sa façon, mais d'une façon générale, la situation était calme. La guerre, vous pensez que la guerre allait éclater? Que la guerre allait éclater, on la sentait venir quand même. Et vous pensiez faire quoi à ce moment-là? On la sentait venir et on sentait que le gouvernement français, à ce moment-là, n'était pas assez vigilant, puisque c'était à l'époque Daladier, qui est allé, lui, avec l'anglais, là, toucher la main à Hitler. Et on sentait que la guerre était proche. Et mais non. La guerre éclate, 1939. Voilà. Comment ça se passe le premier jour? Alors, le premier jour, mobilisation générale dans des affiches placardées dans les rues de Tlemcen. Bon, et puis moi, je suis la guerre, j'avais 20 ans et demi lorsque la guerre a éclaté, en août, si je me souviens, et en novembre, donc 3-4 mois après, j'étais appelé sous le drapeau. Pour la première fois. Mobilisé au 2e zouave à Oran. Et j'avais 20 ans et demi. Et que faisiez-vous dans l'armée? Ah ben dans l'armée, on nous a initiés de façon à nous préparer à aller combattre. C'était à Oran. Comment avez-vous été à ce recrutement? Ben, on est allé en tant que Français, on savait, vraiment, on avait le sentiment d'aller défendre la patrie. Et le cadre qui vous entourait, c'est-à-dire les officiers français, les sergents, le voyaient du même œil? Ah oui, il n'y avait pas de discrimination. Ou alors il y avait un certain... Non, je pense qu'il n'y avait pas de discrimination, on était tous à la caserne pour nous préparer pour la guerre qui avait éclaté. Le régiment du Zouave, c'était seulement les Juifs qui allaient dans le Zouave? Ah non. Les musulmans et les... Il y avait des musulmans, il y avait des Juifs et des chrétiens. Qui étaient dans les Zouaves? Tout. Et la tenue militaire était la même que pour... Ah, la même. C'était vraiment le drapeau français, on défendait tous le drapeau français. Donc, combien de temps il doit rester dans cette caserne? Et qu'avez-vous fait? Alors, qu'ai-je fait? J'ai donc été mobilisé le 27 novembre 1939. Et la guerre a duré 6 ans, 39-45. Normalement, j'aurais dû faire les 6 ans. Je n'ai fait que 4 ans et demi. Mais parlons, la guerre a éclaté, à ce moment-là, que faites-vous? Votre unité fait quoi? Ben, mon unité, comme je vous le disais, nous étions à Oran en plein exercice de préparatifs, et on nous envoie, le 2e zouave s'est transformé en 22e zouave et a été expédié en Tunisie. Je faisais partie. Vous vous trouvez en Tunisie? En Tunisie. Et en Tunisie, quoi, en Tunisie? Eh ben, c'était la guerre contre les Allemands et les Italiens. Et alors, on est allé en Tunisie, au fin fond de la Tunisie, pour ce qui me concerne, dans ce qu'on appelait la ligne Marette, où il faisait du 45 degrés, imaginez-vous. Et là, nous montions la garde, nous avions le choix entre, pas le choix, nous avions donc
comme mission, évidemment, de protéger la ligne Marette. Et sur ce arrive l'appel du 18 juin 1940. C'est-à-dire que vous êtes resté 2 ans quand même dans l'armée? Non, dans l'armée, Oui. je suis resté, pardon? Vous êtes resté 2 ans, jusqu'en 1940. Non, je suis resté de 39 à 40, hein, donc 1 an et demi d'interruption, et j'ai été rappelé le Attendez, 2. Vous êtes dans l'armée, sous les drapeaux, jusqu'en 1940. Oui, d'abord. Pour commencer. Oui. Et à ce moment-là, 1940, Eh bien, il y a eu lorsque. et quelles sont les raisons de cette interruption? Eh bien, c'est à ce moment-là que le gouvernement de Vichy est arrivé. Et puis nous étions toujours de retour de Tunisie, à la caserne du 2e Zouave, en exercice, lorsque un matin, l'adjudant de service arrive sur les lieux et il dit rassemblement général. Bon, rassemblement général, alors nous étions des Arabes, des Juifs et des chrétiens, toujours au Zouave, et rassemblement en carré, et il se met au milieu du carré, et il sort de sa vareuse un papier qu'il ouvre ostensiblement comme ça, et il dit, par ordre du maréchal Pétain, numéro tant de telle date, tous les Israélites, en appuyant sur Israélites et pas Juifs, doivent rentrer immédiatement dans leur foyer. Donc ça voulait dire que, à partir de ce moment-là, c'était, si je ne m'abuse, en février 1941, que nous étions renvoyés dans nos foyers parce qu'il y avait le gouvernement de Vichy, et puis avec toutes les mesures draconiennes que nous connaissons tous. Et c'était, à ce sujet-là, il y avait un ministre attaché à ce service qui était le sinistre Xavier de Pellepoix. Voilà. Et c'était lui qui était chargé de pondre des notes anti-juives à chaque fois. À telle enseigne que nous avons tous été désormais renvoyés dans nos foyers, donc on n'avait plus l'honneur de porter l'uniforme français, et fort heureusement, les Américains sont venus nous délivrer. 1941, jusqu'à l'arrivée de ces Américains. Alors là, que faites-vous? Ça a été vraiment le flottement absolu. Pour ce qui me concerne, j'étais sorti de l'école, mais je n'avais encore jamais travaillé. Donc, et à la sortie de l'armée, à ces mesures anti-juives, on était vraiment dans le chaos absolu. Et que faisiez-vous pour subvenir à vos... Alors, que faisiez-vous? À ce moment-là, j'ai appris à travailler, à faire de la comptabilité, donc j'ai eu des notions de comptable assez poussées, et c'est ce qui m'a permis de faire des petits boulots, des petits boulots de façon à survivre un petit peu jusqu'au moment où les Américains sont venus. Quand ils sont arrivés. Vous travaillez pour qui lorsque vous faisiez de la comptabilité? Ah ben, chez un particulier. Oui, mais des particuliers non juifs, juifs? Un particulier arabe. C'est-à-dire que comment les Arabes, les musulmans, les habitants, les autochtones de Tlemcen, vous voyez votre situation? Vous êtes subitement de ce français, vous n'êtes plus français. Ouais. Mais eux avaient aussi des problèmes. C'est-à-dire de quelle façon ont vu cette... Alors, je pense qu'à l'époque, on avait donné toute possibilité aux musulmans d'agir à leur guise contre les Juifs. Mais dans la région de Tlemcen, en tout cas, ils se sont abstenus et ils ont été vraiment d'une tenue exemplaire. Quand vous dites qu'ils avaient une occasion d'être antisémites, oui, et ils ne l'ont pas fait, c'est-à-dire que vous avez entendu des proclamations ou des incitations à l'antisémitisme sur ces populations? Je pense que oui, ils ont dû... Qui faisait ça? Ce qu'on appelait les fascistes, ceux qui étaient les croix de feu, les Français, bien sûr. Ils le faisaient comment? Par voie de presse, par voie de... Ils le faisaient sournoisement quelquefois, ou ils le faisaient même assez ouvertement. Mais je pense que même ils leur disaient faites ce que vous voulez des Juifs, hein, même si nous vous arrêtons,
pour le principe, vous rentrerez par la grande porte quelque part et vous sortirez par la petite porte le soir. C'est-à-dire on vous enfermera peut-être pour le principe. Mais pourquoi, sur quelle base incitait-il ces musulmans à être contre les juifs? D'une façon religieuse, d'une façon politique? Pourquoi incitait-il ces Arabes, ces musulmans contre les juifs? Mais parce que c'était une politique anti-juive qui était dans la droite ligne du maréchal Pétain. Avez-vous eu l'occasion de vous entretenir avec des camarades, des voisins musulmans, en disant enfin, qu'est-ce que je t'ai fait par exemple? Est-ce que ça vous est arrivé? Ce que je peux dire, c'est que les musulmans sont toujours bien comportés à Tlemcen, dans la région de Tlemcen, d'une façon exemplaire. De par la presse, de par de vive voix, saviez-vous que devenaient ces juifs de France, de Pologne, d'Allemagne? Étiez-vous au courant? On n'était pas tellement au courant à ce moment-là. On ne savait pas très bien ce qui se passait hors Algérie. Cela vous suffisait de ce qui se passait avec votre Voilà. propre gouvernement? Voilà. Qui étaient ces lois antisémites. Est-ce que, par exemple, ces lois antisémites ont commencé en Algérie en quelle année? Eh bien, elles ont commencé 1941. en 41, en février 41, dès Par le renvoi de tous les... par le rappel déjà, ou le renvoi de tous les militaires dans leur foyer. Donc, ils n'avaient plus l'honneur de porter l'uniforme. Et c'est à partir de ce moment-là que les écoliers, toutes les professions libérales, tout le monde en a pâti, tout le monde en a pâti. Ça a été une période vraiment extrêmement difficile à vivre. Le fait de vivre sous ces lois antisémites, est-ce que la communauté juive s'organise-t-elle afin de contrecarrer ces lois antisémites, c'est-à-dire de créer un système parallèle économique, Exactement. scolaire? Alors, très important, les écoliers qui étaient renvoyés, tous les instituteurs juifs, il y en avait, je parle de la région de Tlemcen, il y en avait passablement, se sont regroupés et ont fait en sorte qu'ils ont repris tous leurs élèves gratuitement, de façon à ce qu'ils ne perdent pas de pied. Et ils se sont efforcés de continuer à appliquer le programme en cours de façon à ce qu'il soit quand même tout à fait dans les normes. Dans la région de Tlemcen, ça s'est fait. Par contre, dans d'autres régions, telles qu'à Mascara, d'où est native ma femme, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et ma femme, qui était... Non, votre femme nous l'interroge. Elle le dira elle-même. Mais vous-même, lorsque vous vivez ces lois, cela vous pèse-t-il? Est-ce que vous vous sentiez quand même blessé dans votre amour-propre? Absolument. On se sentait... D'avoir senti d'être français et subitement français. Absolument. Là, on a senti qu'on était quand même lésé de par notre religion, c'est tout. C'est-à-dire que vous vous êtes senti être des parias? C'est-à-dire des gens qu'on pouvait... oui, des gens... On pouvait se lever le matin et avoir de citoyenneté. Bien sûr, on était très, très mal à l'aise, alors qu'on avait toujours eu un comportement absolument français vis-à-vis de la France. On se sentait vraiment tout à fait lésé et mal à l'aise, c'est certain. Et ça a duré jusqu'au moment où... Aviez-vous une carte d'identité française? Oui. Et y avait-il marqué quelque chose de spécial? Non, pas du tout. Ni juif, ni indigène, ni rien? Non, pas du tout. Elle est restée telle qu'elle? Elle est restée telle qu'elle, oui. Est-ce que le fait de vivre ces lois antisémites, est-ce que vos camarades chrétiens, comment se passait, comment ces communautés ont réagi? Les communautés chrétiennes, la communauté musulmane, subitement il y a des lois antisémites. La communauté juive est extirpée, si on peut dire. Oui, rejetée. Elle est rejetée, et vis-à-vis de nos camarades chrétiens avec lesquels nous entretenions de bonnes relations au préalable, à ce moment-là, il y a eu un refroidissement, il y a eu un rejet
Un rejet, ça a été donc une cassure absolument de l'amitié que nous entretenions avant. Est-ce que cela vous a blessé? Absolument. On était très mal à l'aise. Seulement mal à l'aise, pas blessé dans votre amour-propre, le fait de... Blessé, bien sûr. Les camarades... Bien sûr, bien sûr. Mais à aucun moment, il y a eu des actes de violence physique? Pas que je m'en souvienne, non. De la part d'une des communautés? Il n'y a pas eu de violence. Même si les gens de droite de l'époque, les fascistes, encourageaient les musulmans à agir contre les juifs, les musulmans se sont toujours bien comportés, se sont toujours retenus à cet égard-là, il faut le souligner. Et par conséquent, mais vis-à-vis de nos camarades français, il y avait quand même un creuset qui s'était faussé. Est-ce que le fait, vous êtes mis à l'aparté, en aparté, n'est-ce pas? Vous ne viviez plus avec de la même façon qu'auparavant. Comment viviez-vous? C'est-à-dire, vous pouviez vous promener, aller dans toutes parts, ou alors vous étiez limité dans vos déplacements, en raison de ces lois, bien sûr. Alors, je crois, comme je vous disais, la ville de Tlemcen n'était pas une très grande ville. On se manifestait dans les rues de la même façon ou à peu près que précédemment, sans avoir de risques grandissants en fonction des événements nouveaux, des lois de Vichy. Donc on avait quand même un sentiment de sécurité presque autant valable que celui qui existait avant les lois de Vichy. À votre domicile, vous viviez dans une demeure, dans un immeuble où c'était mélangé avec des musulmans, des chrétiens. Maintenant, lorsque ces lois existent, est-ce que les relations entre voisins changent-elles? Parce qu'il y a un creuset, comme vous dites. Il y a un creuset. Avec ses voisins, est-ce qu'on se dit bonjour? Oui, non, on continue de se dire bonjour avec les chrétiens, avec les musulmans. Chacun a sa pensée intime, intérieure, mais ne le montrez pas vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que, comment vivez-vous comme des êtres qui ne se voyaient pas? Oui. Chacun ignorait son voisin? Il n'y aurait pas, mais il n'y avait pas de camaraderie outrancière, mais c'était un minimum de correction des uns vis-à-vis des autres. Est-ce qu'ils partageaient par exemple le fait de vous savoir que vous avez été expulsé de l'armée, le fait de ne pas pouvoir travailler, de ne pas aller à l'école? Est-ce que ça les dérangeait? Ou alors ils se... Ceux qui se réjouissaient, ce sont les... Non mais vous, dès que vous les voyez, pas d'une règle générale, comme je vous le disais... Est-ce que les gens, les musulmans, les chrétiens, ont manifesté une certaine ferveur à votre égard en disant c'est quand même indigne, et puis il y en a d'autres qui étaient très contents, puis d'autres qui étaient tristes, quand même, vous étiez leurs voisins, vous viviez ensemble, qu'est-ce qui pouvait les changer? Autant que je m'en souvienne, j'ai l'impression que aucun, que ce soit du côté musulman, du côté non musulman, aucun ne se manifestait d'une façon précise. Chacun essayait de rester dans sa bulle et essayait de conserver un minimum de contact de l'un vis-à-vis de l'autre. Alors 1942 arrive, et vous viviez comme ça de 1941 à 1942? C'est ça, jusqu'à 1942. Jusqu'au débarquement. Une certaine routine comme ça Absolument. C'était la routine, il fallait survivre. Il fallait survivre avec les moyens de l'époque, les moyens du bord. Arrive 1942. Est-ce que pendant toute cette époque, disons 1941, 1942, vous continuez de vivre votre vie religieuse? C'est-à-dire vous alliez à la synagogue, oui. Vous continuez à manger kasher? Oui. Il n'y avait pas de changement? Pas de changement. Il n'y avait pas eu de difficulté? Non, si, la seule difficulté, c'est que lorsqu'il y a eu des restrictions, il n'y avait pas de viande cachère, on ne mangeait pas de viande, on mangeait du poisson, on mangeait des laitages,
Mais on a toujours, pendant cette période très difficile, pas seulement dans ma famille, mais je pense que d'une façon générale, tous les juifs essayaient de se conformer à la loi juive. Ils vivaient autant que faire se peut de la même façon, malgré les restrictions. Vous continuez avec vos parents, avec votre père, vous continuez d'aller à la synagogue? Absolument. Le fait d'aller à la synagogue, le rabbin fait un discours, vous calme, vous donne un espoir, il se passe quelque chose. Je n'ai pas souvenance que des rabbins nous faisaient des discours, disons, entre guillemets, d'ordre politique. Je pense que... Un appel à la population non, mais chacun ressentait à sa façon. Je pense qu'on avait tous la même façon de voir, mais personne ne se manifestait. Mais on vivait en nous-mêmes, sans avoir d'ennui à l'extérieur de la part des populations autres que des populations juives. Et quel est l'événement marquant de cette année? L'année 42 41, 42, cette année jusqu'en 1942. Après 42, nous en parlerons, mais 1941-42, quel est l'événement majeur? En 1941, avec les lois de Vichy, bon, comme je vous le disais, c'était une restriction dans tous les domaines, dans le domaine écolier, dans le domaine professionnel, dans le domaine dans tous les domaines, mais cela ne nous a jamais empêché de continuer à mener notre religion de la même façon que précédemment, et nous n'avons pas été inquiétés de ce côté-là. En 1942 arrive, et vous avez ressenti qu'il y aurait un changement bientôt? Ah oui, dès que les Américains... Les Américains sont arrivés d'une façon inopinée, c'est-à-dire d'une façon soudaine, ou alors il y a eu une préparation, vous saviez que... Non, on pensait, parce qu'on écoutait la radio de Londres qui était interdite, mais on prenait des risques. Et on sentait que... Il y avait des risques, mais il n'y avait pas d'armée allemande, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas d'armée allemande, Des risques de la part de qui? Des risques... de la police française? Oui, de la police française. Qui interdisait d'écouter Radio Londres. Qui interdisait. Il fallait restituer aux autorités municipales les postes de radio pour nous empêcher d'écouter la Radio Londres. Et vous l'avez fait? Et nous l'avons fait. Et certains ne l'ont pas fait au risque, au péril, ils prenaient un risque de ne pas le faire. Vous pouvez décrire le comportement de la communauté juive de Saint-Saëns à ce moment-là? C'est-à-dire de quelle façon la communauté s'est conduite? Elle était passive, elle était disciplinée, ou les deux en même temps? Je pense que chacun dans son fort intérieur suivait les événements. Bon, lorsqu'on se regardait, des fois avec un regard, on se disait beaucoup de choses. Quand il y avait des événements malencontreux, avec un regard on se comprenait. Et quand il y avait des événements heureux, avec un regard on se comprenait. On était par conséquent, on vivait au jour le jour jusqu'au moment où est arrivé le débarquement, qui a été vraiment une explosion de joie renfermée. Mais vous n'aviez ni radio, vous n'avez pas de presse juive, donc comment les nouvelles vous arrivent? Il y avait la radio. C'est-à-dire en secret? Oui, en secret pendant un bon moment. C'est-à-dire vous l'aviez caché, votre radio? Oui, on prenait, et puis lorsque un camarade avait un renseignement que nous n'avions pas, il s'empressait de nous le dire, et inversement, vous comprenez, quand il y avait des événements malheureux ou des événements heureux, on se le disait l'un à l'autre. Est-ce que vous avez entendu le terme Radio Bovard, par exemple? Radio Bovard. Ah, Radio Bovard. C'est-à-dire qu'on racontait n'importe quoi.
des faux bruits, des fausses rumeurs, qui vous tenaient qui vous donnaient de l'espoir, par exemple. Ça arrivait, ça? Je ne me souviens pas très bien. Donc, l'année 1942 arrive. Elle arrive sous quelle égide? C'est-à-dire de quelle façon? Ben écoutez, la veille du débarquement, nous écoutions toujours en catimini les événements par la radio et on a entendu Franklin arrive. Et Franklin arrive, et c'est vrai, le lendemain, on a appris qu'ils avaient débarqué à Alger. Alors là, évidemment, ça a été une explosion de joie intérieure. On ne pouvait pas manifester ça dans la rue. Mais, comme je vous disais, on se regardait, on était satisfait de ce débarquement parce qu'on sentait que c'était la délivrance. Et comment ça se passe lorsque ces Américains débarquent à Alger? Comment cela se reflète dans votre quotidien? Vous vous levez un matin, les Américains sont là, enfin, tout au moins à Alger. Ben, on a repris espoir. On sentait que les choses allaient changer. Mais c'est-à-dire le fait qu'aucune communauté ne vous a discriminé, enfin, c'était discriminé d'une façon officielle, mais d'une façon quotidienne, vous ne sentiez pas cette discrimination. Donc, lorsqu'il y a eu ce débarquement, qu'est-ce qui a bien pu changer? De quelle façon c'était perceptible? Du côté de ceux qui soutenaient le gouvernement de Vichy, évidemment, cela ne leur a pas fait plaisir. À telle enseigne que des camarades de classe avaient été chrétiens, avaient été mobilisés dans leur camp, parce que dans leur camp, on leur avait donné des fusils pour aller arrêter les tanks américains qui avaient débarqué. C'est pour vous dire, il y avait le service d'ordre de la Légion, le SOL, service d'ordre légionnaire, ça s'appelait. Qui était à Sainte-Seine. Oui. Et qui faisait quoi? Qui était chargé d'entretenir un esprit toujours anti-juif par rapport à... Et ils se manifestaient comment dans les rues de Sainte-Seine? Ils défilaient quelquefois. Ils étaient habillés comment? Non, normalement. Quelquefois, oui, avec des bérets alpins. Hein. Mais ils défilaient, ils chantaient, et tout ceci, c'était avant l'arrivée des Américains. Mais dès que les Américains sont arrivés, à ce moment-là, ils se sont évidemment cloîtrés dans... Uniquement des chrétiens, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de musulmans avec eux, par exemple. Il y avait quelques musulmans. Il y avait quand même des musulmans. Il y avait quelques musulmans, mais pas nombreux. Donc, et en dehors de défiler dans les rues, il ne manifestait aucune action violente envers les Israélites, les Juifs Non. Et vous les voyez comment, ces gens-là? On les voyait défiler, on restait sur le bord du trottoir et on continuait notre chemin. C'était des Français de souche ou c'était des naturalisés? Ces Français qui défilaient dans l'ordre légionnaire? C'était peut-être des Maltais, c'était peut-être des Espagnols qui étaient... Ah ça oui, parce qu'il y avait à Tlemcen, il y avait un assez fort contingent d'Espagnols qui étaient devenus des Français. Et on les oui. appelait des Blancs? Non, des Français. Mais pas des petits Blancs? Non, des Français. Alors, il y avait un fort contingent d'Espagnols. Qui étaient devenus Français? Qui étaient devenus Français. Qui étaient pro... Ah oui, qui étaient pour le gouvernement de Vichy. C'est évident. Nous allons changer la cassette. Il y a une pause là?